L'or, c'est un sujet qui. qui fait fantasmer. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Frank Peng Ham, qui nous dira d'où vient son nom, pour l'interviewer à propos d'un livre qu'il a publié il y a, on va dire, quelques années, qui s'appelle Géopolitique de l'or. Alors l'or, Je peux c'est vous un le montrer. fantasme. Merci Franck. L'or, c'est un fantasme. L'or, ça fait rêver. L'or, ça rend fou aussi. Ça rend fou. On va faire référence au roi Midas qui pouvait transformer en or tout ce qu'il touchait. Alors, nous, on ne sait plus, nous ne sommes malheureusement plus à la même époque. Donc, nous n'avons pas le pouvoir de Ou transformer. heureusement, Ou heureusement, peut-être, oui. Non, parce que ça vaudrait plus rien si tout le monde transformait tout ce qui touchait en or. Mais ça n'empêche que ça continue à créer des fantasmes et c'est au centre de quelques guerres et de quelques tensions géopolitiques également. oui, tout à fait. Oui. Donc moi, j'ai écrit ce livre en 2019. Et effectivement, il y a quelques thèses qui étaient un peu audacieuses, comme la transformation du système financier, non pas vers un système d'étalon or, mais un système un peu alternatif, qui voit un peu le jour, notamment avec les BRICS. Donc c'est un système de compensation peut-être, entre le yuan et l'or, par exemple, ou entre le pétrole, les matières premières, et l'or directement. Donc par exemple, on voit qu'aujourd'hui, à Shanghai, et les Chinois mettent en place ce genre de compensation, parce qu'il y a de plus en plus d'échanges entre la Russie et la Chine, par exemple, dû aux sanctions occidentales. Et ça amène en fait les dirigeants des pays eurasiatiques à réfléchir différemment, c'est-à-dire déjà d'arrêter de commercer en dollars. Et du coup, quand la Russie, par exemple, échange du pétrole à la Chine, c'est contre des yuan, et ces yuan, ils peuvent les compenser à Hong Kong contre de l'or. Donc c'est quelque chose qu'ils ont mis en place assez récemment. Alors, Donc c'est en ton fait, on voit métier, toi? une tendance structurelle. Oui. Pardon? Est-ce que c'est ton métier d'analyser tout ça et d'être au courant de tout ça, ou est-ce que c'est ta passion? Ouais, bah, non, moi j'ai écrit ce livre un peu par passion, j'aimais bien l'investissement dans l'or. En fait, je me suis demandé comment on articule l'individuel et le côté politique de l'or, et donc ce livre est principalement politique et même géopolitique. Mais même moi, en fait, je me suis intéressé de base en tant que, avec des arguments purement égoïstes, c'est-à-dire des arguments d'investisseur. Tiens, si je protégeais mon argent avec l'or, tiens, est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec l'or? Ça partait en fait d'une réflexion individuelle. Mais après, voilà, on a étendu ça un peu à quelque chose d'un peu plus global. Effectivement, il y a pas mal de... Ça concentre pas mal de sujets différents. La souveraineté, par exemple, la dédollarisation, le fait qu'il y a une désoccidentalisation du monde. Donc voilà, il y a pas mal de mouvements de fond euh, qui cassent un peu l'hégémonie américaine. Et l'or a un petit rôle à jouer potentiellement dans un nouveau monde qui sera un peu plus multipolaire, a priori. Ça a l'air d'être la tendance. Ouais. Sauf, sauf peut-être pour quelques-uns qui veulent rester regroupés dans leur coin au chaud et ne surtout pas devenir multipolaires. Bon, ça prendra une dizaine d'années avant qu'ils aillent rejoindre cette multipolarité et que les têtes tombent et d'autres arrivent avec une intelligence peut-être un peu plus ouverte. Mais ça prend du temps toujours parce que les gens qui ont le pouvoir et qui sont en train de le perdre, ils mettent tout en place pour ne pas le perdre. Oui, Donc, oui, peut-être, oui. Et la ouais, multipolarité, dans tous les cas, ça permet à des personnes qui se ressemblent ou qui ont des intérêts communs de se regrouper. Ça peut être des oui, intérêts civilisationnels, mais ça peut aussi être des intérêts économiques. Par exemple, le point commun entre le Brésil et la Russie, on a peut-être du mal à le voir d'un clin d'œil, sachant que ce sont des pays en plus géographiquement extrêmement éloignés. Donc, par oui. exemple, une cohésion militaire, c'est quasiment, enfin, c'est très difficile de faire des exercices militaires communs entre, par exemple, la Russie et le Brésil. Par contre, ils se retrouvent effectivement sur un agenda qui consiste à remettre en question en fait une certaine hégémonie. Donc on a parlé du dollar, mais en fait c'est une hégémonie occidentale au sens large. Ça peut être les institutions internationales, le FMI, la Banque mondiale, des choses comme ça. Et donc en fait ces pays se retrouvent sur un socle commun. Ils se retrouvent en fait sur une opposition, hein, principalement. Et après l'idée c'est à travers cette opposition, parce que c'est pas suffisant de contester, ils essaient de construire un système alternatif, mais je précise de suite que c'est quelque chose qui se fait sur le très long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, l'hégémonie occidentale américaine ou même l'hégémonie du dollar, elle est certes remise en question, mais par contre, l'hégémonie est toujours hégémonique aujourd'hui. Absolument. Donc il faut quand même le souligner. Et dans 10 ans, je pense que l'hégémonie tiendra encore. Donc c'est vraiment un processus long terme. Et c'est comme ça, à mon avis, dans ce cadre-là, qu'il faut Oui, il va l'analyser. falloir au moins une bonne génération pour que ça change, parce que de toute façon, lorsque
l'ennemi, entre guillemets, désigné, ce qui permet de réunir les peuples, hein. Que- Avoir un ennemi, c'est que quand il y avait les Soviétiques, il n'y avait rien de mieux pour réunir tous les Américains, toute l'Europe contre les Soviets, que les gens confondent beaucoup, 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 beaucoup avec la Russie à l'heure actuelle. C'est qu'ils sont encore restés dans le vieux monde soviétique et ils n'arrivent pas à faire la différence entre les Russes et les Soviets. Alors, et puis il y a plein d'autres situations, on en parlera peut-être durant cette interview. Donc je crois que effectivement, plus l'ennemi, entre guillemets, se sent attaqué ou éventuellement affaibli, plus il va mettre en place tous les moyens de contrôle pour ne pas perdre son pouvoir et son hégémonie. C'est évident. Et je crois qu'effectivement, l'or, alors en plus, d'après ce que tu dis, puis d'après ce que je regarde, c'est qu'il y a des pays qui, depuis des années et des années, achètent de l'or en quantité astronomique. Les USA ont repris des achats en grosse, grosse quantité également. Donc il y a vraiment des mouvements qui pourraient nous informer qu'il va y avoir des résistances ou tout du moins des gros moyens à disposition pour pouvoir faire face. Mm. Alors c'est un gros sujet qu'on peut développer en plusieurs axes. Le fait que les pays accumulent de l'or, ça c'est incontestable. Mais ça dépend des périodes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où l'or aura bien cru, pardon. Et donc, eh bien, ce sera intéressant de le vendre contre des devises si on a besoin de financer des infrastructures ou quelque chose comme ça. Donc, il faut aussi avoir une logique. Il y a une logique de long terme sur l'or, mais il y a une logique aussi des fois que les États ont besoin de liquidité, un peu comme les investisseurs ou un peu comme les individualités. Donc, ça, c'est le premier point. Malgré tout, il y a une tendance de fond, effectivement. Les États et les banques centrales, à travers leurs banques centrales, accumulent de plus en plus d'or. Alors, tu as frisé, je ne sais pas si on entend. Oui, c'est bon. Euh, donc ça, c'est le premier point. L'accumulation de l'or, c'est vraiment un phénomène de plus en plus souverain aujourd'hui. C'est-à-dire que initialement, depuis la Seconde Guerre mondiale, l'or, en général, il est déposé à la Banque d'Angleterre ou aux États-Unis. Aujourd'hui, on se rend compte d'une tendance de fond, et même des pays comme la France l'adoptent aujourd'hui, c'est-à-dire que des États rapatrient leur or. C'est quelque chose qu'on voit depuis pas mal d'années. Et aujourd'hui, on voit que l'Inde a rapatrié pas mal d'or, la France aussi. Et donc, il y a une tendance de fond vraiment de récupérer en fait ce pouvoir un peu monétaire, parce que l'or a une dimension, une double dimension, une dimension un peu industrielle, mais surtout une dimension monétaire et pourquoi pas une dimension d'investissement. Mais en fait, accumuler de l'or dans une période où il y a des devises qui perdent en valeur, des devises qu'on imprime ex nihilo, comme on dit, ça permet d'avoir quelque chose de tangible et de limité. Et c'est un peu aussi la promesse du Bitcoin, on peut faire un parallèle. C'est que la valeur en fait intrinsèque de ce genre de produits, c'est qu'ils sont limités dans le temps. Contrairement du coup au dollar, au franc suisse, à l'euro, qui peuvent être imprimés en fait en fonction en général de l'économie, de l'inflation. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut vraiment les imprimer dès qu'il y a un souci, c'est-à-dire que dès qu'il y a un choc économique, une crise, on peut imprimer en fait de l'argent pour pouvoir le dispatcher dans l'économie et principalement d'abord sur les marchés financiers. Donc ça, c'est un point intéressant sur l'intérêt de l'or, en tout cas pour les États, c'est en accumuler pour avoir une certaine résilience peut-être vis-à-vis des devises. Et puis, s'il y a un gros problème économique, ça reste les liquidités qu'on peut utiliser en dernier recours. C'est-à-dire que les banques centrales ont des différents types de réserves. Ils ont des dollars, des euros, mais ils ont aussi beaucoup d'or. Il y a un rapport qui est sorti là, il n'y a pas longtemps de la BCE, en juin 2026, qui disait que l'or est devenu le premier actif de réserve des banques centrales mondiales. Initialement, ce sont les bons du Trésor américain. Et c'est la première fois, en fait, depuis 30 ans, que l'or a surpassé les bons du Trésor américain. Donc aujourd'hui, les réserves mondiales d'or, c'est 4 000 milliards de dollars. Et les bons du Trésor, c'est 3 500. Donc ça a dépassé d'un peu, vu les volumes. Mais voilà, ça a franchement dépassé du coup les bons du Trésor, ce qui est historique, hein. C'est une rupture fondamentale. Ah oui, C'est-à-dire qu'un bon du Trésor, pour le rappel, c'est une obligation. Et ça permet en fait d'investir dans la dette américaine contre du rendement. Sachant que le rendement est très très intéressant d'un bon du Trésor. Ça oui. peut être un rendement de 2-3%. C'est quelque chose, en fait, tous les investisseurs du monde entier et les banques centrales et les entreprises peuvent investir dans des bons du Trésor américain, tout simplement parce que c'est très rentable et c'est considéré comme très sécurisé parce que c'est le premier pays euh, qui, euh, qui, euh, qui a l'hégémon mondial. Donc
c'est l'Empire, et donc en fait, on investit tout simplement bah, dans l'Occident. Donc il n'y a pas meilleur investissement et pas plus stable, pas plus sécurisé, et en plus, il fournit des rendements. Donc quand on parle de millions, de milliards, avoir un rendement de 3%, c'est énorme, surtout si c'est sécurisé. L'or, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas un rendement direct sur l'or. On peut profiter de la montée des cours, mais cette montée, elle est cyclique, donc elle n'intervient pas tout le temps non plus. Mais Mais elle voilà, est- ça permet en fait d'avoir un actif qui est complètement décorrélé d'un État. C'est-à-dire que certes, on investit dans des bons du Trésor, mais vous voyez ce qui s'est passé avec la Russie et les sanctions de 2022. Tous les avoirs ont été gelés. Donc si vous avez des avoirs américains, vous avez un rendement, mais les Américains, ils peuvent vous couper tout du jour au lendemain aussi. Entre guillemets, ils ont le pouvoir de le faire. Et donc, du coup, ça induit un risque. Et quand on est un État, surtout un État qui potentiellement est compétiteur, on peut regarder du côté de la Chine, Oui, c'est risqué en fait d'avoir tous ces actifs en bons du Trésor américain. Et du coup, la logique en fait, c'est quels sont les actifs alternatifs. L'actif historique, effectivement, c'est l'or. Puis il y en a d'autres, peut-être aujourd'hui, avec notamment le Bitcoin, parce qu'il y a pas mal de réflexions autour de ce sujet qui en font un actif de réserve qui n'appartient à personne en fait. Comme l'or, ça n'appartient à personne. Il y a une production d'or qui est très très faible chaque année, de 1 ou 2% du volume total, donc c'est rien du tout. Ça veut dire que tout l'or en fait qui circule a déjà été miné, a déjà été produit. Et c'est que de l'or qui est recyclé, échangé, etc. C'est toujours le même ordre. c'est ça, oui. Alors, effectivement, quand on parle de la Chine avec l'or, de ce que j'ai lu dans ton livre, bah, c'est que la Chine est très, très discrète sur enfin, la quantité d'or en réserve qu'elle a chez elle. Elle n'ose rien dire pour ne pas faire peur, aux autres. Mais il apparaît que non seulement en termes de production, elle devient le numéro un mondial, en termes d'innovation, là, déjà, on est en train de se rendre compte que ils ont quasiment surtout sur le plan technologique, ils ont dépassé largement enfin beaucoup de pays même, on va dire. Et en plus, ils ont l'or. Ça veut dire que ils sont de fait aujourd'hui apparemment le numéro un, mais personne ne le dit, en termes de puissance économique. Oui, en PIB, en parité de pouvoir d'achat, normalement, la Chine est considérée être la première puissance déjà économique. Après, ça a relativisé parce qu'effectivement, les capitaux du monde entier vont plutôt vers les États-Unis, encore une fois. Donc la Chine est un pays considéré encore comme exotique, voire émergent. C'est encore les termes Oui, oui. qui sont employés, notamment en finance, hein. La Chine reste un pays émergent, ce qui est quand même marrant quand on voit objectivement les chiffres économiques. Alors le problème de la Chine, qu'on peut dire pour contrecarrer directement, c'est que du point de vue de la transparence, c'est pas les Oui, c'est meilleurs ça. non plus, quoi. Donc, Oui, en fait, les Américains, ils vont produire des rapports, il va y avoir une transparence sur les entreprises. D'ailleurs, ça ne veut pas dire il y a pas de corruption ni de l'escroquerie, mais elle est très très subtile et bien ficelée. oui. En Chine, elle est probablement très subtile et bien ficelée, mais en fait, on n'a pas vraiment les chiffres. Et puis, on ne sait pas à quel point le Parti communiste chinois, en fait, contrôle les choses. On a le droit Et quand en même, plus, alors avec ouais. eux, on a comme toujours le droit à un grand sourire quand même. Oui, oui, voilà, c'est ça. Alors qu'avec les Donc, Américains, c'est pas toujours le cas. ouais. Donc c'est un peu ça qui est difficile avec la Chine. Donc en tout cas, la Chine accumule de l'or de manière discrète, même si en fait c'est une notoriété publique aujourd'hui, mais c'est vrai que ça fait pas la une non plus. On ne sait pas en quelle proportion ils ont de l'or. C'est-à-dire que les États-Unis sont censés être le premier détenteur de réserves d'or à environ 8000 tonnes. La Chine est censée en avoir 3000 et quelques. Donc on ne sait pas vraiment, ou même, ouais, même 2000, autour de 2000 tonnes, la Chine. Ouais, mais Donc on ne si sait on pas reprend, vraiment. ouais, excuse-moi de t'interrompre, mais si on reprend l'histoire de la Chine avec les empereurs, notamment, qui avaient des richesses extraordinaires, si aussi on intègre le fait que la Chine a des mines d'or et produit de l'or et qu'on ne sait pas du tout ce qu'elle produit et où ça part, on peut quand même s'imaginer que depuis le temps qu'elle existe, elle a dû entasser de l'or dans des conditions phénoménales sans en parler à personne et avoir ça en réserve au cas où, comme dirait ma grand-mère. Alors dans tous les cas, faut bien distinguer. Donc la Chine a des réserves d'or dans sa banque centrale, par exemple. Mais après, en termes de production, par exemple, ils sont le premier producteur au monde, hein. Donc en C'est fait, ça. les réserves d'or sont en Chine. Donc ils ont déjà des capacités de réserve qui sont très élevés, parce qu'ils n'ont pas tout miné, et puis encore une fois, ils sont le premier producteur mondial.
Euh, mais cet or-là, ils ne le vendent pas, ils le gardent. Oui, Et donc, en fait, il y a une sorte de flou artistique, effectivement, sur les réserves totales, que ce soit en banque centrale, que ce soit dans les sols, que ce soit ce qui est miné tous les ans. On n'en sait pas trop, mais dans tous les cas, c'est qu'ils ont beau être premiers producteurs, ils en achètent sur le marché extérieur. Ils vont racheter de l'or régulièrement pour oui, pouvoir c'est en pour faire accumuler. plaisir, ça. C'est pour faire plaisir aux petits copains. Je sais pas pourquoi c'est fait, mais en tout cas, là, la tendance, c'est que ils Oui, s'en servent comme compensation pour le yuan. C'est-à-dire entre guillemets, ils adossent le yuan à l'or. Ils te permettent, en fait, en échangeant n'importe quel bien et service avec eux, en yuan, d'échanger, en fait, tes yuan contre de l'or, et non c'est pas ça. contre du dollar, par exemple. C'est Donc, ce que c'est je un peu dis. ça Donc, c'est pour faire plaisir la... aux gens qui leur achètent des biens ou qui leur vendent des biens de recevoir des yuan et de récupérer de l'or derrière grâce justement à ce marché de compensation. Donc, Ouais. ça fait plaisir à tout le monde. Alors que le dollar ne te propose que du dollar qui ne repose que sur la confiance et que sur l'empire américain, ce qui est pas mal, hein. En tout cas, ça tient depuis Bretton Oui, Woods. Et puis, il te propose aussi des bons du trésor qui vont te donner un rendement, donc un coupon. Donc voilà, il y a deux systèmes qui vont se concurrencer, et je pense que le pari de la Chine, c'est, ben, dans tous les cas, il y a pas mal de pays qui sont sous sanctions américaines, plus ou moins. Il y a la guerre avec l'Iran, notamment aujourd'hui. Je pense qu'ils sont assez intéressés par ce système chinois qui est d'ailleurs complètement intégré aux BRICS, l'Iran faisant partie des BRICS aussi. Mais donc voilà, ce système-là, il a, à mon avis, un bel avenir. Et puis surtout, c'est une belle alternative qui n'existait pas. C'est-à-dire que par rapport aux oui, États-Unis, il n'y avait pas grand-chose en fait aujourd'hui. Et c'est une alternative vraiment radicale parce que échanger une devise contre quelque chose de tangible, de physique, qui a une valeur absolument. entre guillemets historique, c'est quand même Oui, très oui. différent de te donner un coupon et des réserves scripturales sur une ligne de compte dans une banque centrale. Donc c'est vraiment un système intéressant qui concurrence directement le monde anglo-saxon. Ça évite d'avoir des bouts de papier, genre les emprunts russes. Voilà, et on peut penser qu'en cas de grosse crise, etc., ben ça peut avoir son utilité. Encore une fois, la grande crise, la grande guerre, ce sont des scénarios qui restent minoritaires, on va dire, la guerre mondiale. Mais ça arrive de temps en temps. Donc, Oui, on peut se dire que s'il y a une hyperinflation, s'il y a une crise profonde des devises, s'il y a une crise, pas des subprimes cette fois, mais une autre crise bien plus profonde, qui peut arriver d'ailleurs de différentes manières et de différents secteurs, eh bien, avoir quelque chose de tangible qui peut pallier au déficit des monnaies, c'est potentiellement intéressant et c'est probablement le pari. En tout cas, ça, c'est les spéculations des analystes qui disent que ben, pourquoi la Chine accumule autant d'or, c'est une des principales raisons, en plus de compenser ça avec le yuan. il y a aussi une raison qui est intéressante, c'est de contrer l'hégémonie du dollar et de pouvoir, je veux dire, avoir un levier de négociation qui Oui, est c'est ça. relativement puissant, Oui, tout à fait, tout à fait. qui peuvent Et, et- et- faire s'écrouler les États-Unis demain matin. Oui, oui, mais en fait, l'idée, c'est de ne pas être 100% dépendant aux États-Unis, parce qu'on voit bien que c'est un problème, et même pour les alliés des Américains, qui sont peut-être que des vassaux, sans ce qu'est la thèse de certains, Oui, ce qui est probable, c'est toujours bien, en fait, de c'est diversifier. diplomatiquement correct, si je comprends bien. Voilà. D'accord. Donc voilà, les pseudo-alliés des Américains, ils doivent trouver des alternatives, et bah, ceux qui ne sont pas alliés des Américains, qui sont en guerre économique, ou qui sont tout simplement, qui sont en rapport neutre, on va dire, même s'il n'y a rien de neutre, eh bien, eux, c'est évident, hein. Ils vont se tourner aussi vers le système des BRICS. Et d'ailleurs, je ne sais même pas s'il faut choisir, hein. En fait, il faut un peu des deux mondes. Les Chinois sont très en lien avec les Américains sur le business, mais n'empêche, ils construisent leur système alternatif. Donc, c'est à un tel niveau, en fait, on est un peu sur tous les tableaux. Et après, c'est une question de proportion. La part du dollar dans la réserve mondiale, euh, on est au plus bas, on est à 56% aujourd'hui. Il y a 25-30 ans, on était à 71%. Donc l'hégémonie du dollar était écrasante. Mhm. Aujourd'hui, on voit que petit à petit, et c'est pas dû qu'à la Chine, en fait, c'est plusieurs pays qui sont même pas forcément que dans les BRICS, qui ont une logique en fait de diversification parce qu'aujourd'hui, il y a différentes devises qui permettent d'échanger et le dollar n'a plus sa sacro-sainte hégémonie. Et surtout, ben, on prend en compte ce qui s'est passé dans la petite histoire récente. C'est-à-dire que si vous êtes détenteur des bons du Trésor, eh bien, vous pouvez avoir des sanctions du jour au lendemain, ce qui est quand même assez inconfortable pour un État qui se prétend avoir une logique bon père de famille. Oui.
et de croissance pour sa population. Mais il faut prendre aussi l'histoire des États et leur culture pour bien comprendre que leur stratégie, malgré des discours amicaux, n'est pas toujours la même et qu'aujourd'hui, on rentre avec les évolutions sociologiques mondiales dans ce que j'appellerais des négociations de souveraineté. C'est-à-dire que si je respecte la souveraineté d'un État et si l'autre État respecte ma souveraineté, on peut faire du business ensemble. Et que c'est la base même, je pense, du fonctionnement des BRICS, mais ce sera la base même, à mon avis, du développement des richesses et de la création de richesses dans les mois et les années à venir. C'est-à-dire que les États qui se respecteront en termes de souveraineté pourront commercer entre eux. Et là, on va revenir à des choses qui existaient bien avant nous. C'est la notion de la parole et du respect de la parole donnée avec des États souverains. Donc, on n'aura plus de raison de faire de guerre. Oui, après, je pourrais nuancer ça en disant que la politique, ça reste quand même très, très cynique, c'est-à-dire qu'on peut s'accorder sur certains dossiers et on peut être complètement en opposition sur d'autres. La Russie et la Absolument. Chine ont une frontière commune et ils peuvent avoir des tensions du jour au lendemain pour X ou Y raison frontalière. Oui. Donc, faudra quand même nuancer ça. Et puis, ce que je peux dire, juste pour faire un peu de théorie en relations internationales, euh, la souveraineté des États, qui vient principalement du traité de Westphalie, ça supposait effectivement l'égalité entre les nations, c'est-à-dire que chaque nation est souveraine, et du coup, chaque nation a les mêmes droits. Le problème, en fait, et c'est ce que dit la théorie aussi du monde multipolaire, c'est que même si on le dit dans le droit, en fait, dans la réalité, c'est complètement faux, parce qu'il y a des États en fait qui n'ont pas les moyens de leur souveraineté, tout simplement parce ils ont une production mono, Oui, oui. voilà, ils ont une seule ressource à revendre à l'étranger. Ils n'ont pas de puissance armée, ils n'ont pas d'armes nucléaires, et en fait, ils n'ont pas vraiment les moyens de cette souveraineté. Ça veut dire qu'un État, a priori souverain à égalité avec eux, qui a plus un potentiel de puissance plus large, pourra en fait lui faire du chantage de manière diplomatique et d'une manière pas forcément frontale. Voilà, aura les moyens en fait d'imposer ses normes, d'imposer sa vision et puis d'imposer aussi une sorte de dictat économique. Donc en fait, dans le concept, on aimerait bien que ça se passe à égalité, etc. Mais c'est un peu comme dans la vie et ce qui se passe à l'échelle individuelle. L'égalité, en fait, existe assez peu. Non, Il mais y a il y a des là. fortes différences. Ok, alors parlons d'équité, à défaut de parler d'égalité. Et je pense qu'il va falloir de toute façon aller dans cette direction parce qu'il y a effectivement des pays qui n'auront peut-être jamais d'or, qui ont peut-être une monoculture, qui sont condamnés, entre guillemets, à être pauvres. Et c'est là où il doit y avoir justement ce respect de la souveraineté. Mais ça, je parle par rapport à moi, aux travaux que j'ai faits sur un autre concept que j'ai appelé la symbiocratie, c'est-à-dire le pouvoir de la symbiose, de mettre des richesses en commun, de mettre des compétences en commun pour créer de la richesse. Et je pense que on va en arriver là dans quelques années parce que toutes les nouvelles générations, quand on regarde ça sous l'angle de la sociologie, ils ont fait leurs études et ils ont été à la maternelle avec des copains africains, des copains maghrébins, des copains du monde entier, en fait. C'est très mélangé. Moi, j'ai vécu au Québec et puis en Suisse, mais il y a des similitudes, il y a énormément d'immigration, donc c'est très mélangé. Ils n'ont pas envie d'aller tuer leurs copains sous prétexte de couleur de peau, sous prétexte d'or, sous prétexte de etc., etc. Donc il y a une évolution sociologique très forte qui est en train de se faire. Donc c'est pour ça que je dis que ça va prendre au moins une génération pour que les dirigeants se rendent compte qu'en fait, leur population n'ira pas se faire trouer la peau pour un paquet de pétrole ou pour un paquet d'or. Et donc, il va falloir revoir les choses et que je pense, et qu'en plus, pour créer de la richesse et faire du business, il faut que on soit en temps de paix. Et ça va aussi rentrer dans les esprits et les gens vont aussi comprendre que faut arrêter de nous manipuler en nous disant que le russe est un méchant, l'américain est un bon, sauf que demain matin c'est un mauvais, que le troisième jour c'est un salaud, puis le quatrième jour Mm. le russe est peut-être valable, il faut peut-être lui adresser la parole, mais le cinquième jour non, c'est pas possible. Enfin, donc les gens sont complètement paumés. Il faut, je crois, en revenir à des valeurs fondamentales, des valeurs humaines fondamentales qui vont faire que
Bah, le russe, il n'est pas plus méchant que l'américain. C'est simplement qu'on a une poignée de dirigeants qui sont parfois un petit peu allumés, qui ne comprennent absolument pas que les peuples ont envie de créer des richesses humaines et matérielles entre eux, et que s'ils les laissent faire, ça va très bien se passer et ils en tireront les fruits. Ça, mais ça, c'est mon intime conviction. Et Non, là-dedans, mais j'insiste, moi je t'ai donné une vision quand même cynique, mais ta vision là, c'est la vision en fait des BRICS, c'est ce qu'ils défendent, hein. Ils défendent vraiment, par exemple avec leur relation avec les États africains, ils défendent vraiment euh, une sorte d'échange équivalent. Ils veulent vraiment travailler dans le respect des nations. ça, Mais derrière, je pense que sur certains gros dossiers, malheureusement, ce verrou-là va sauter. Et on peut le voir sur le dossier ukrainien, etc. La souveraineté des nations, ça n'existe plus quand certains intérêts qu'on juge vital pour un État ou pour le futur d'une puissance, l'entreprise, hein, eh d'une bien, grosse entreprise. Pour le futur d'une grosse non. entreprise, il n'y a plus de souveraineté. C'est clair. Oui, oui, c'est ça. Donc, Mais mais c'est bien la vision des BRICS, effectivement. C'est bien la vision sur le papier. Donc, parce et que après, à nuancer. il y a une autre source de richesse qui sont les data, et c'est pas pour rien que beaucoup d'entreprises françaises se font piller leurs data. Ils sont équipés avec des technologies étrangères, et en fait, bizarrement, ce sont ces étrangers-là qui leur piquent leurs data. Et ça, c'est de la richesse pure aussi sur le plan purement business. Donc, on a maintenant l'or, bien sûr, qui reste comme balance face à l'hégémonie du dollar, mais l'or va redevenir un investissement parce qu'on a d'autres sources de richesse dont les entreprises et les gouvernements ont besoin. Oui, donc ce que je te disais, c'est que l'or, effectivement, est déjà rapatrié en termes étatiques ou en termes de banque centrale. Et puis là, tu parles a priori à l'échelle individuelle. Donc effectivement, en France notamment, ben, les gens détiennent un peu d'or en général. Un peu d'or ou un peu d'argent, ça peut être des francs semeuses, ça peut être des Napoléons. Donc il y a quand même une vision très ancrée sur cette réserve de valeur qu'est l'or. Donc effectivement, il y a de l'accumulation. Là, le problème, c'est que des fois, ben, les gens ne savent pas trop quoi faire parce que l'or a corrigé là, d'une trentaine de pourcents en quelques semaines. Et du coup, bah, certaines personnes ont commencé à paniquer, etc. Donc il faut bien comprendre quand on investit dans l'or, pourquoi on investit et quel est l'objectif. Est-ce que c'est une vision à long terme? Est-ce que l'objectif, c'est de gagner de l'argent? Est-ce que l'objectif, c'est d'avoir une réserve de valeur en dehors du système, quelque chose qu'on détient soi-même? Donc il y a plein de manières de faire, plein de manières de voir. Et ce qu'il faut en fait pour chacun, c'est de bien comprendre quel est l'intérêt. Parce que vous pouvez gagner de l'argent en tradant sur l'or, par exemple, en pariant sur la montée, en spéculant sur ça. Mais la plupart des gens, en fait, ils vont plutôt concevoir la chose en tant que réserve de valeur, effectivement, et surtout quelque chose en dehors de la devise euro. Parce que c'est une des problématiques, en tout cas ceux qui écoutent le média géopolitique profonde, c'est une de leurs problématiques principales, c'est qu'ils n'ont pas confiance en général en l'euro. Donc ça te concerne pas toi, Didier, qui est en zone de Suisse. Mais le franc suisse, c'est une meilleure devise que l'euro, a priori, en tout cas sur Ouais, le plan graphique. ouais, il y a un décrochage de 8 à 10% là. Mm, mm. C'est-à-dire que la baisse en valeur du franc suisse sera moins rapide que l'euro. Oui, absolument. Mais ça viendra aussi si la Suisse reste neutre et indépendant, le franc suisse va prendre énormément de valeur. Si la Suisse se fond dans l'euro, enfin dans l'Europe, le franc suisse va, à mon avis, dégringoler et rejoindre les bas-fonds de l'euro. De toute façon, toutes les devises sont en baisse. Toutes les devises sont en baisse tendancielle structurelle, tout simplement parce qu'il y a moins de croissance, notamment en Europe. Tout simplement parce qu'on fait de la planche à billets, tout le monde, sans exception, la Chine compris. The. Donc voilà, structurellement, une devise, c'est pas fait pour durer. C'est pas fait pour. En fait le pire moyen de garder de l'argent, en fait, l'argent au sens large, en tant qu'actif. Le pire moyen, c'est vraiment la devise en soi. Ce qu'il faut, c'est Oui, mettre son argent dans n'importe quoi en fait. Un lopin de terre, de l'or, des actions en bourse, ce que vous voulez. Mais en et fait, la devise, toi? il n'y a rien de pire en fait. Hmm. Donc je pense que c'est comme ça qu'on peut le tourner, ouais. Alors, quel conseil tu donnerais par rapport à tout ce qui se passe à l'heure actuelle, par rapport à l'or? D'après toi, ça va monter, ça va descendre, ou est-ce que c'est entre les mains de gens qui tripatouillent les cours pour que ça reste le plus bas possible, pour que les États en achètent dans les meilleures conditions possibles, et puis un jour, ils vont les faire remonter en multipliant par deux ou trois pour payer leurs dettes, comme... parce que tout est possible, hein. Oui, alors moi je pense enfin, l'or déjà c'est un actif qui est cyclique.
Donc là, a priori, selon le consensus des analyses sur l'or, on est en milieu de cycle. Donc là, l'idée, c'est qu'on a une belle montée, une sacrée montée d'ailleurs en quelques années. Là, on a une belle correction, stabilisation. Peut-être pendant plusieurs trimestres, l'or va pas faire grand-chose. Mais après, en 2027, à un moment donné, en fait, on peut pas vraiment prévoir, l'or va continuer sa montée. Mais Pourtant, je vois un petit sourire quand tu dis on peut pas vraiment prévoir. non, non, mais on peut, en fait, on peut pas le prévoir, mais l'analyse en fait graphique permet de regarder. Les graphiques, en fait, c'est les marchés financiers, c'est-à-dire que c'est la psychologie des foules, c'est-à-dire qu'on peut voir en fait les mouvements des acteurs financiers. Donc, avant que vous regardiez la télévision ou que sais-je pour voir les actualités, l'or a atteint tel prix, etc. Dès que vous entendez les news, en général, c'est trop tard. Sur les Oui, graphiques, c'est ce qu'on on dit, peut oui. anticiper déjà ce que va faire le marché, entre guillemets. Anticiper, c'est plus une question de probabilité, hein, c'est pas de connaissance à 100%, mais on peut faire de la probabilité pour anticiper potentiellement une montée ou une baisse ou une relative stagnation. Donc aujourd'hui, on peut anticiper une relative stagnation pendant potentiellement plusieurs trimestres, on n'en sait rien. Encore une fois, il peut y avoir des événements géopolitiques qui peuvent faire que l'or, en fait, va complètement s'envoler. On peut parler notamment de la guerre avec l'Iran, hein. Toutes les matières premières, là, dont le pétrole, dont l'or, peuvent potentiellement augmenter à cause de ça. Actuellement, là, on est pas mal sur le pétrole, mais l'or a augmenté ces derniers jours, notamment avec une résurgence du conflit, même si ce conflit dure quand même depuis un petit moment. Euh, donc, j'ai perdu un peu le fil. Donc, voilà, investir sur l'or. euh, Encore une fois, ça dépend de votre horizon de temps. C'est toujours intéressant. Et puis après, le sujet, c'est comment vous investissez dans l'or. Est-ce que c'est sous forme de pièces? Est-ce que c'est sous forme d'or papier sur les marchés financiers? Est-ce que c'est sous forme d'industrie minière? Parce qu'il y a aussi ce Oui. sujet-là. L'industrie minière qui produit de l'or, vous pouvez investir dans les entreprises. Mais du coup, il y a différents types de risques qui sont associés. C'est un risque de marché, un risque de secteur, un risque de management d'entreprise, un risque de conflit social dans l'entreprise, dans le pays où va miner l'entreprise. Si l'entreprise mine au Pérou, il y a des aborigènes, ils vont détruire des forêts, j'en sais rien. Et puis, il peut y avoir des soucis sociaux. Il peut y avoir des expropriations d'État. Ça s'est pas mal passé en Afrique. Quand il y a des gouvernements qui arrivent, un peu d'ailleurs soutenus par la Russie, qui viennent remettre en question l'hégémon d'ailleurs français, derrière, il y a des nationalisations en cascade. Toutes les entreprises canadiennes ou qui viennent un peu du monde anglo-saxon en général, qui font de l'industrie minière, eh bien, elles se, elles se découvrent expropriées du jour au lendemain. Donc, il peut y avoir plusieurs manières d'investir et du coup, plusieurs risques associés. Donc là, en fonction des profils, il s'agit de voir qu'est-ce qui vous intéresse concrètement. Euh, Oui, parce qu'on parle donc de voilà, l'or après, on parle de l'or comme monnaie de réserve, mais l'or, on en a aussi besoin en industrie, comme dans les circuits conducteurs et des choses de genre. alors c'est un assez mauvais conducteur, mais oui, ça peut servir quand même minoritairement dans l'industrie. L'argent est un très bon conducteur par rapport à Oui. l'or. C'est plus l'argent qui aura une connotation à 50% industrielle. D'ailleurs, c'est pour ça que l'argent est un actif qui est plus délicat. Euh, En général, les deux se suivent, mais l'argent a un temps de retard sur l'or. Et l'argent est plus spéculatif, c'est-à-dire qu'il va monter plus fort et il va aussi baisser beaucoup plus fort. Donc, c'est un investissement qui est plus dur à tenir sur le long terme. Et puis surtout, en fait, 50% de la valeur de l'argent, en fait, c'est dû à la croissance mondiale. C'est-à-dire, aujourd'hui, les photovoltaïques, toute l'industrie d'ailleurs verte, voitures électriques et compagnie, l'argent est assez déterminant et on n'a pas vraiment d'alternative moins chère que l'argent. Donc c'est pour ça que l'argent aussi a augmenté. En fait, il y a des raisons fondamentales sur le fait que l'argent et l'or augmentent. Il y a des raisons monétaires, il y a des raisons de risque géopolitique, mais il y a aussi des raisons purement industrielles. Mais tout ça, en fait, on le voit dans les graphiques. Donc après, voilà. L'idée, c'est quand on investit, ben, est-ce que c'est un investissement intéressant au moment T? Est-ce qu'on est prêt à attendre plusieurs années si ça ne fait rien? Des fois, c'est pas intéressant d'investir sur l'or. Et il faut en être conscient. Donc, par exemple, quand le cycle là sera terminé, d'ici 2030, je dis un chiffre au pif, mais ça va être un truc comme ça, 2029, 2031, peu importe, ben, peut-être qu'il faudra sortir de l'or et de l'argent, parce que en fait, pendant 10 ans, on va perdre de l'argent. C'est-à-dire que la courbe, elle va faire ça, le prix va faire ça. Tout simplement parce qu'on aura eu une montée monumentale, le marché aura pris de l'argent, les derniers seront rentrés au top et seront coincés, et après, ben, tout va corriger de 40%, et il va rien se passer pendant 8 10 ans. Et ça se passe tout le temps comme ça. Donc il s'agit de voir
si c'est intéressant pour vous. Et puis, comment vous faites? C'est-à-dire que vous pouvez avoir une grosse partie d'actifs sur laquelle vous allez profiter d'un cycle. Et puis ensuite, cette grosse partie, vous allez le vendre, mais vous pouvez garder, par exemple, des petites pièces que vous voulez transmettre, donner à vos enfants plus tard. Ça, c'est des trucs qu'on peut garder, en fait, ad vitam aeternam, C'est ça. tant qu'on n'a pas, évidemment, une partie substantielle de son patrimoine. Parce que je connais quand même beaucoup de gens, des clients de géopolitique profonde, qui ont des tonnes et des tonnes d'or. Je dis des tonnes, j'exagère évidemment, mais ils ont beaucoup d'or, ils ont une valeur vraiment substantielle. Donc il faut quand même faire attention sur le fait que ça peut attiser des convoitises, c'est dur à transporter, ça peut être dur à vendre si vous avez 100 000 balles, si vous les avez dans votre jardin. Voilà, il faut les ramener après au comptoir, c'est plus compliqué, surtout en France, hein. En Suisse, c'est quand même plus flexible. Vous êtes plus cool à ce niveau-là. Mais en Ouais, France, c'est très tracé. ce sont des pièces, on fait plusieurs voyages. Ce qui est emmerdant sont les lingots. Ouais. Donc, de toute Parce façon, qu'en les pièces à cours légal, c'est le mieux. ouais, parce que les lingots, il faut ensuite trouver soit le professionnel, soit le particulier qui a le cash nécessaire pour racheter le lingot. Mm. Donc ça signifie aussi que normalement, un professionnel de l'or, il va pas racheter de l'or au plus haut du cours. Alors, normalement, un professionnel, il va te l'acheter à n'importe quel moment. Mais il y aura toujours une prime. Donc, évidemment, en fait, il a la prime en fonction de l'objet en question. Si c'est un lingot, si c'est un lingotin, si c'est une pièce d'or, si c'est un peu abîmé, il y a des micro-rayures juste en manipulant la pièce, on peut déjà enfin, le comptoir va négocier le prix. C'est possible. Donc, en fait, il va essayer de gratter un maximum pour ensuite le revendre plus cher potentiellement. Mais c'est sûr que si vous avez 100 000 euros à vendre en top de marché, potentiellement, il va vous dire, ah mais non, j'ai pas les liquidités, désolé. C'est Mais ça. bon, en général, ça marche pour des quantités moindres, c'est pas du tout un souci. La liquidité, elle est relativement OK. Et puis sinon, de toute façon, il y a des produits financiers. On peut, si on veut juste parier à la hausse pour capter une partie de la croissance et de la valorisation de l'or, donc, pour faire simple, gagner de l'argent avec, ben, en fait, l'or papier, ça fait le taf, hein. Ça peut faire le taf. Et puis, il y a aussi des ETF sur les sociétés minières. C'est également possible, c'est beaucoup plus spéculatif, mais il y a Oui. potentiellement des choses à faire. Et quels sont les pays où le commerce de l'or est le plus facile? Le plus facile, en Oui, fait, c'est-à-dire que je peux en acheter et en vendre sans être obligé de. Ah, partout, 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 partout. On va dire le pire pays, c'est en France, parce qu'il y a une sorte de fichier où en fait on sait si vous avez acheté de l'or, vous devez payer, vous avez des taxes si vous en vendez plus de 5 000 € par trimestre, semestre, on ne sait pas trop. Il y a un petit flou juridique à ce niveau-là. Donc on va dire le pire pays, c'est potentiellement la France. Et puis après, bah, l'Allemagne et la Suisse sont des pays intéressants parce que notamment on peut sortir en cash. Alors je ne sais pas si c'est tout à fait d'actualité ce que je dis, mais en tout cas c'était le cas il y a pas si longtemps. Donc ouais, et puis après, ben, si vous avez de l'or sous-scellé sous forme de pièces à cours légal, c'est-à-dire tamponné par un gouvernement, ça c'est liquide partout. Si vous avez une philharmonique de Vienne ou une Maple Leaf du Canada, vous allez en Chine, vous allez à Dubaï, et en fait, il y a un cours international de la pièce. Donc c'est quelque chose qui est assez liquide. Donc vous pouvez en fait le transporter un peu partout dans le monde. C'est revendable, par exemple, ça peut être un moyen d'avoir de la valeur dans son portefeuille. Où qu'on est, on a un petit souci, une galère, ben, on sait qu'on a Ah, une pièce qui vaut 4 000 $, 4 400 aujourd'hui, et on peut la revendre, et puis on sait qu'on peut prendre un billet d'avion, qu'on peut voyager, qu'on peut faire un truc. Voilà. C'est c'est une ça. sorte de backup, hein, pour faire un anglicisme Il qui n'y a sert pas à de rien. place et qu'on peut mettre dans le portefeuille, dans le Voilà. porte-monnaie. Ouais. Une seule pièce, c'est vrai que 4 400 $ aujourd'hui, c'est quand même une sacrée réserve de valeur, hein. Avec Ah un oui, petit objet, on absolument. peut déjà, c'est une petite assurance. Ouais. Donc toi, ton métier, c'est vraiment de travailler sur toutes ces données géopolitiques et financières. Bah, moi, j'ai plusieurs métiers, hein. Tu sais, j'ai Oui. fondé le média géopolitique profonde, donc je fais beaucoup de choses dans mes activités. Mais j'ai écrit 2 livres sur l'or, donc je connais un tout petit peu le sujet. Et c'est quelque chose qui m'intéresse parce que, en fait, le changement de paradigme mondial, que ce soit avec les BRICS, que ce soit avec le Bitcoin, je pense il y a quelque chose de structurel qui est en train de se passer, qui va durer des décennies, comme on l'a dit, une génération, tu as dit. Oui, je pense aussi. Euh, Oui, donc, avant que ce soit vraiment en place et que ça fonctionne, euh, s- les dirigeants qui sont en train de le mettre en place, et c'est là où ils ont comment on va dire, un pari absolument fou, c'est de
non seulement mettre tout ça en place, mais d'assurer que les remplaçants vont pas tout casser pour revenir en arrière. Mm. Mais je vais faire un autre parallèle. On a pas mal parlé des BRICS, mais même là, avec Donald Trump aux États-Unis, euh, là où est censé être stocké l'or américain, c'est à Fort Knox. Parnox, Et oui. du coup, oui, et du coup, on n'a pas les audits depuis les années 60. Et Trump, récemment, je crois que c'était en mai dernier, donc il disait qu'il voulait frapper à la porte de Fort Knox pour aller vérifier si l'or y était toujours. Donc tu sais, des fois, il a des lâchers, Oui, oui. il lâche des phrases comme ça, et puis il y a beaucoup de symbolique derrière. Par exemple, Fort Knox, ça fait des années que tous ceux qui analysent l'or parlent de ce sujet. On ne sait pas quelles sont les réserves, il n'y a pas Non. d'audit, Oui, il y a une sorte de flou artistique, mais d'ailleurs, c'est très très malin de point de vue purement stratégique, parce que la Chine fait exactement la même chose en fait. Donc quand on critique la Chine sur sa non-transparence, en vérité, les Américains font pareil. Et apparemment, même Trump, qui est l'homme le plus puissant du monde, a priori, ne sait pas ce qui se passe à ce niveau-là. Et a priori, dans Fort Knox, il y aurait 4500 tonnes d'or. Mais dont il y une a partie qui un n'est truc peut-être pas, intéressant. ouais, dont Ouais, une vas-y. partie qui n'est peut-être pas à eux. Qui n'était peut-être pas eux. Oui, Il y a beaucoup de gens qui stockaient de l'or aux États-Unis, mais encore une fois, c'est comptabilisé, quoi. Donc ceux qui veulent rapatrier l'or, normalement ils peuvent. Et oui. d'ailleurs, la France a rapatrié de l'or. Si vous êtes un pays sous sanction, style Venezuela, là, votre or, ils vont le garder. Le Venezuela avait de l'or au Royaume-Uni. Ils essaient de le récupérer, mais ils disent non, non, vous êtes un État mafieux, on peut pas faire ça, on va le garder. Donc, vous voyez, la souveraineté, ça marche plus quand on la donne à quelqu'un, en fait. C'est un Oui. peu tout le problème. Vous êtes un État mafieux, donc on va faire comme les mafieux. Ouais, ouais, donc c'est un peu arbitraire tout ça. Donc faut plutôt faire attention, mais de toute façon, tous les États se rendent bien compte de ça et du coup, ça évolue un peu. Mais ce que je voulais dire sur Fort Knox, et c'est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les réserves d'or, elles sont comptabilisées au prix de 1973. C'est-à-dire qu'en fait, la valeur intrinsèque des tonnes qu'il y a à Fort Knox, elle est sous-valorisée par rapport à la valeur réelle aujourd'hui, parce qu'évidemment, le cours a vachement évolué C'est ça. depuis Et 50 ans. c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai l'impression ou l'intuition que Trump est en train de faire en sorte que l'or ne monte pas, parce qu'il n'a pas déjà pas mal monté et que ça peut devenir un handicap pour en acheter. Et puis quand il en aura assez en stock, il lâchera le coût, il fera en sorte que le cours de l'or se multiplie par deux ou trois et il proposera de régler sa dette. Oh, ouais, je pense pas que tu peux pas régler la dette avec l'or en réserve, hein. Même si l'or atteint 10 000 dollars, tu pourras pas régler la dette américaine. Elle est T'en beaucoup. règles une grosse partie. Je pense pas que ce soit un sujet de régler la dette américaine pour Trump. En plus, là, il a vraiment d'autres Non, c'est sujets sur le symbolique. feu. Pour Ouais. Trump, c'est symbolique. Trump, il n'avance qu'à coup de symbole. Un coup, il avance avec de la métaphore et du symbole. Parce qu'il aime les coups d'éclat, puis qu'il a envie de laisser ses racines dans le sol américain et sa mémoire dans le sol américain. Moi, je pense pas qu'il faille surestimer ce côté manipulation des marchés. C'est-à-dire que les marchés sont manipulés, c'est-à-dire qu'il y a du délit d'initié, surtout avec Trump, on l'a quand même vu assez récemment, quoi. Oui, Donc voilà, les marchés financiers sont tels qu'ils sont, c'est indéniable. Par contre, c'est vraiment cyclique, quoi. L'or, entre 2011 et 2021, l'or n'a rien fait. Vous avez perdu de l'argent sur l'or avec l'inflation et avec les frais si vous les avez mis en banque ou en coffre. L'or n'a rien fait. Et sachant que si vous avez mis dans l'or, entre 2011 et 2019, si vous l'avez mis sur n'importe quoi, Bitcoin, marché américain, marché français, etc., vous aurez gagné plus d'argent, quoi. Donc, faut vraiment prendre ça en compte. Je pense pas que ce soit une manipulation. Et de toute façon, manipuler un prix, en fait, à cette échelle-là, c'est quand même des milliards et des milliards. On manipule pas ça comme ça. oui, oui, non, mais Euh, je suis bien d'accord. par contre, effectivement, parler de Fort Knox, remettre en question, faire des audits, là, ça fera bouger le coup, hein, ça c'est sûr et certain. Oui, C'est sûr il va y avoir une secousse. Après, à quelle échelle? En fait, ça va être en ça fonction dépend du du résultat de résultat. l'audit. C'est ça, Ouais, oui. voilà, c'est ça. Donc, en fonction du résultat, ça peut être à la hausse comme à la baisse, quoi. Oui, oui, complètement. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'a priori, sur la tendance de fond, on voit que les États qui réfléchissent vraiment sur le long terme, notamment la Chine, ils accumulent. Donc, ça ne veut pas dire que nous, en tant qu'individualité citoyen, on doit en accumuler comme eux, mais ça veut dire qu'il y a un truc quand même, une tendance de fond sur
quelque chose d'alternatif au système, d'alternatif au dollar, ça existe, quoi. Mais n'oubliez pas que la Chine est plus solvable que chacun d'entre nous, hein. Donc, Ouais, ouais, la c'est Chine peut clair. tenir un investissement sur l'or alors que ça fait un moins 50%. Nous, c'est pas forcément le cas. Donc, faites quand même attention avec ce parallèle que je viens de faire. Oui, mais d'un autre côté, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il faut se libérer du papier-monnaie, devise que l'on peut éventuellement avoir dans son matelas ou ailleurs, en se disant, ah, je mets de l'argent de côté parce qu'au cas où, mais le billet de 100 euros ou de 100 dollars de janvier 2025 n'a pas la même valeur que le billet, que le même billet de août 2026. C'est-à-dire qu'avec ces mêmes 100 dollars, on n'achète pas la même chose. Tout à fait, bah, il y a l'inflation qui est passée par là, hein, et Ah, l'inflation rogne tout le patrimoine de tout le monde, qui est, dans l'Union européenne, là, on est autour de 3% d'inflation, donc 3% plus une imposition, en France, c'est 31,4 sur les plus-values, on va dire la flat tax pour faire large. Donc en fait, si on met pas son argent dans des investissements qui font plus de 6%, on perd de l'argent en fait. c'est ça. C'est-à-dire Oui, avec les impôts et l'inflation. Impôts, taxes et inflation. Donc en fait, c'est très compliqué. Et à l'époque, en fait, c'était beaucoup plus simple de réfléchir. Je parle de l'époque, c'est il y a 20, 30 ans. Euh, il y avait quand même des alternatives plus intéressantes. Il y avait moins de fiscalité, il y avait des produits qui étaient un peu sous-fiscalisés comme l'assurance vie. Aujourd'hui, tous ces produits-là ne fonctionnent moins bien. Les taux d'intérêt sont plus élevés, enfin pas forcément qu'il y a 30 ans, mais plus élevés en tout cas qu'il y a 10 ans. Les taxes augmentent, donc les risques, on a l'impression qu'il y a pas mal de risques avec quand on voit les dirigeants complètement fous, notamment en France. On a l'impression que c'est risqué en fait de rester du coup en euros, en banque. Du coup, tout le monde cherche un peu des alternatives. oui, Mais l'or, c'est pas une solution à intégrer à 100%. Il faut quand même être mesuré ah, on peut acheter de dans l'or, la on peut acheter conclusion de de l'analyse. l'argent. Il faut Les, bien. les deux, les deux sont corrélés, hein, donc Les deux sont vous savez, corrélés, mais si je reformule ce que tu nous as dit, c'est qu'il faut bien suivre les cours et puis éventuellement ne pas hésiter à vendre quand ça explose ou quand ça monte. tu Ah, as tout dit. et Tu as tout puis, dit. Ah, en fait, surveiller les cours, ça, bah, je suis obligé de te dire que ça n'intéresse personne. Ok. Moi, ça m'intéresse, mais ça n'intéresse personne. ouais, Donc, il n'y a pourtant, personne qui va suivre les cours. c'est pas compliqué de s'inscrire sur un site et puis d'avoir des alertes. Oui, oui, mais c'est une charge mentale, hein. Les gens n'ont pas le temps, les gens ont Ouais, des ouais, problèmes, les gens ont soit du travail, soit des enfants, soit oui, voilà. Tout le monde est un peu occupé et a une certaine charge mentale. C'est pas en plus pour se rajouter des graphiques et des trucs dont on comprend rien. Tu vas parler de MACD, de RSI à quelqu'un qui connaît pas la finance, tu vois, ouais, il y a, ouais, il y a quelque chose qui bloque. Donc, et puis surtout en France, je vais parler des Français parce que je suis français, et je connais les Français. Ils n'ont pas été éduqués du tout, surtout quand on vient de l'ancien monde, quand on a plus de 50 ans. On se disait pas qu'il fallait prendre sa souveraineté et ses finances en main. On faisait confiance à la banque. Si on est très riche, on fait confiance à un gestionnaire, etc., etc. Aujourd'hui, tous ces gens-là sont out parce que leurs solutions ne sont plus intéressantes, parce qu'il y a des risques associés et parce que on ne peut plus faire confiance à ces gens-là a priori. Donc les solutions oui. sont plus Et complexes même à mettre en place. eux-mêmes sont même parfois entre les mains. Enfin, ils vendent des produits qu'on leur confie à la vente. Et ces produits-là, c'était le cas de 2008, hein, où ils ont vendu Ils, des. ven- ils vendent, ils vendent des produits sur lesquels ils touchent des commissions et qui sont 100% régulés par l'État. Mais en fait, c'est des produits qui sont pas forcément les meilleurs, hein. C'est des produits qu'ils peuvent vendre Il et y en sur a lesquels des. ils gagnent de l'argent. C'est ça. Donc, Donc, c'est ils c'est vendent des restrictif. trucs sur lesquels ils gagnent de l'argent et non pas qu'ils peuvent rapporter Mm. à Mais celui qui achète. mais tu as dit un truc très intéressant sur le fait de savoir vendre. Il n'y a rien de plus dur que ça quand on a une logique en fait d'investissement. Que ce soit l'or, l'argent, les marchés financiers, le bitcoin, n'importe quoi, c'est très très dur de vendre. C'est-à-dire que si on fait 100% sur l'or, ce qui s'est passé quand même pour beaucoup de gens, les gens se disent mais non, ça va continuer. Or, n'oubliez pas que ça va pas continuer. L'or ne va pas monter sans correction. Et quand il va y avoir des corrections, ça peut faire très mal. Ouais, Donc, ouais. il faut vraiment garder ça en tête. Et moi, c'est ce que je répète tout le temps à tue-tête. Euh, Acheter, c'est facile. Tout le monde sait quoi acheter. En fait, tu achètes n'importe quoi. Tu as raison, hein. Tu achètes du pétrole, tu achètes les marchés américains. Aujourd'hui, tu achètes le CAC 40, tu gagnes de l'argent. Très bien. Mais tu vends quand, en fait?
Parce que si tu n'as pas le timing de sortie ou une stratégie précise de savoir quand sortir, bah, je sors quand je fais 40%, je sors quand on casse la moyenne mobile 40 en weekly. Bon, voilà, je dis un truc financier, mais si on n'a pas un truc précis, en fait, on ne sait pas quand sortir. Et du coup, on va regarder les infos et c'est un peu au pifomètre, quoi. Et il n'y a rien de plus dangereux que de fonctionner au pifomètre ou à sur ce sujet. l'émotion, oui. Ouais. Oui, Parce oui, que tout est émotif. Les marchés financiers, c'est de l'émotion pure, c'est de la psychologie pure, c'est de l'émotion pure. Donc c'est une news, c'est la guerre au Moyen-Orient, c'est n'importe quoi, c'est de l'émotion directe. Et absolument. s'il y a trois économistes à la télé ou dans les médias alternatifs d'ailleurs, qui vont vous dire bah, vendez tout ou achetez tout, euh, vous allez avoir envie de les suivre en général, si ce sont vos économistes favoris. Donc il Ah, faut quand même faire attention, ouais, ouais. essayer de se faire son propre raisonnement derrière, et surtout appliquer ça, enfin essayer de se construire un plan à l'avance. Parce que si on improvise au jour le jour, c'est le meilleur moyen de faire des erreurs. Et est-ce qu'il y a parmi donc tes clients des gens qui justement participent à cette réflexion comme un club pour essayer de comprendre, d'agir, ou effectivement, comme tu disais, les gens s'en foutent, ils ont mis de l'argent là-dedans et ils pensent que ça va leur rapporter ad vitam. Non, en fait, comme je t'ai dit, il y a différents profils. C'est des personnes soit qui veulent investir pour se protéger parce ils ont peur de l'avenir, de l'euro, des banques. Ils se disent que ça peut pas bien se passer en fait sur tout un tas de sujets en Oui, France notamment. oui, en Donc plus, c'est un peu spécifique à la France. ouais, ouais, voilà, c'est ça. C'est une psychologie particulière, et puis je t'ai dit, c'est à cause de nos dirigeants, hein. À cause de nos dirigeants et de tout ce qui se passe derrière, on se dit, on va droit dans le mur. Et bah, chaque année, on se dit, c'est pas possible. Et en fait, ça continue, tu vois. Et c'est de pire en pire. Oui, c'est Donc moi, ça. je parie même pas sur la grosserie, je parie Ah, c'est-à-dire souvent que, sur. en fait, c'est comme un train fou. Tant qu'il roule et qu'il n'y a pas de problème, au moment où il va s'arrêter, tout va s'écrouler. Et c'est pour ça qu'ils sont dans une course en avant effrénée, parce qu'ils le savent, hein. Le jour où ça s'arrête, tout s'écroule. Ouais, mais c'est du coup, C'est ce qu'ont fait enfin, les Américains pendant 50 ans, hein. ouais, ouais, ouais. En fait, mais c'est-à-dire que ce train-là, il peut continuer de rouler pendant des décennies, hein. Ouais, Tu n'en sais... Mais c'est ça qui est dramatique, parce qu'on a l'impression que ça peut pas durer. Mais en fait, ça peut durer 10 ans, 20 ans, hein. C'est possible, hein. Et en ouais. fait, c'est vraiment une mort lente et douloureuse. Et du coup, voilà, il faut se préparer. Donc, sur le sujet des réflexions, non, c'est plutôt moi qui mène ça. La plupart des gens sont moyennement intéressés, on va dire. Mais il y a quand même des gens qui sont intéressés, effectivement, Ouais. et qui peuvent donner leur avis. Voilà, moi, je prends souvent des appels avec des gens. Et puis, on peut discuter de ce genre de sujet, quoi. Eh ben, merci, ça nous éclaire un petit peu en disant ne soyons pas Midas, ne rêvons pas, ne devenons pas complètement fous devant l'or. Il y a d'autres alternatives. Et puis surtout réfléchissons, c'est-à-dire plaçons de l'argent. Oui, certes, l'or c'est un des placements, l'argent aussi, mais il y en a plein d'autres, comme tu disais, des EFT et compagnie. Donc, à savoir lesquels, comment ils sont composés, par qui ils sont gérés, etc., etc. Oui, des ETF, les ETF, juste, c'est des fonds américains hein, qui gèrent ça. Donc, C'est ça, il y a pas à y couper. C'est Vanguard, BlackRock, etc. Vous êtes obligé de passer par ces gens-là. En fait, c'est des banques, hein. Donc, vous pouvez passer par Société Générale en France. J'ai envie de dire, pour être très vulgaire, c'est la même merde. Donc, si tu veux investir avec des frais très réduits et parier sur les matières premières, sur le marché américain, etc., bah, le meilleur moyen, c'est de passer par un ETF. C'est un outil qui est fait pour les retail, pour des gens comme nous, qui c'est ça. veulent essayer de prendre en main un peu leur souveraineté monétaire. Donc voilà, c'est les meilleurs outils. Et puis sinon, vous pouvez payer un gestionnaire de patrimoine et puis voilà. Merci infiniment, Franck, Merci à toi, Didier. de tous ces éclairages. Alors, je répète, et on mettra les coordonnées géopolitique de l'or, le métal jaune au cœur du système international, Frank Pengam, qu'on peut trouver sur la bibliothèque de géopolitique profonde. Oui, vous allez Absolument. sur la boutique géopolitiqueprofonde.com et puis vous trouvez le bouquin qui est disponible. Super. Ben, j'étais ravi de faire ta connaissance et de Ben, voir ravi aussi, Didier. toute cette information. Et je te souhaite, ben, nous sommes en plein mois d'août. Je sais pas si tu es en vacances. En Non. tous les cas, bon, alors bon travail et bonne réussite. Merci et Merci à bonnes toi. vacances à tous. Merci Bye beaucoup. bye. Salut.